colloque Réévolution territoriale, le nom s'affiche à l'écran, maintenant ou jamais, organisé par l'ABCD, l'Académie du bâtiment et de la cité de demain. On est parti pour 3 heures, on l'espère. 3 heures maximum de débat qui s'annonce vraiment passionnant, d'où votre présence nombreuses et nombreux ce matin. Je remercie aussi mes confrères de la presse qui sont présents. Je crois que j'ai vu la tribune, la lettre M, peut-être aussi Midi Libre, les juridiques, mais bon, bref. Merci aussi à eux d'être là, à elle en l'occurrence d'être là. Je suis Hubert Viala, journaliste, et j'ai le plaisir de co-animer la matinée aux côtés de Patrick Sécoty, président de l'ABCD. Patrick, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Je te laisse prononcer quelques mots d'introduction, cher Patrick. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir au nom d'ABCD pour cette matinée. Donc, mesdames et messieurs les représentants des collectivités locales, mesdames et messieurs les représentants de l'État, les représentants des collectivités locales, ça part très mal. Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement économique, et enfin, mesdames et messieurs les représentants de la grande famille et de l'acte de bâtir. Comme je le disais, très heureux et surtout très fier d'avoir pu rassembler un plateau de qualité, comme nous l'avons ce matin, et remercier tous nos invités d'avoir répondu présent. Donc tout semble être mis en place pour que nous ayons des échanges le plus fructueux possible, parce que ça reviendra souvent dans nos propos. Ce que nous souhaitons, c'est les échanges, nous souhaitons partager. Donc nous souhaitons une concertation, et c'est ce que nous allons essayer de mettre en avant tout au long de cette matinée. Donc je laisse maintenant... je ne me présente pas, l'incontournable Hubert Viala, il s'est présenté lui-même, et maintenant il va présenter le déroulé de cette matinée. Alors merci Patrick, avant de rentrer dans le déroulé de l'animation de la première table ronde, j'invite à nous rejoindre sur scène, je le cherche, il est là, Xavier Eudes. Bonjour Monsieur Eudes, vous êtes directeur adjoint de la DDTM de l'Hérault pour une petite introduction qui pose les débats. Bonjour à tous. Vous connaissez la règle, moins de 5 minutes. Je vais raccourcir à votre demande. Veuillez excuser d'abord l'absence de Monsieur le Préfet qui m'a demandé de le représenter à votre colloque et de Mathieu Grégory, le directeur, qui a des contraintes d'agenda. Monsieur Sécoty, merci d'avoir mis à notre agenda ce temps de réflexion. Permettez-moi de m'en réjouir car les sujets de ce colloque rejoignent les priorités de l'État et font écho aux annonces du Premier ministre Jean Castex faites il y a 15 jours seulement lors du congrès de l'Union sociale de l'habitat. La relance de la construction en France et notamment pour les territoires tendus comme celui de l'Hérault est une nécessité économique au regard du poids de la filière du BTP dans l'économie nationale, mais aussi nécessité sociale face aux difficultés notamment de nos populations les plus précaires à accéder au logement. Vous le savez, les constats restent préoccupants. La crise sanitaire que nous venons de traverser a engendré une diminution de la production de logements et dans le même temps, la part sociale a été fortement impactée avec une diminution significative de la livraison des logements sociaux, alors même que la demande, elle, continue à s'accroître. Des facteurs conjoncturels expliquent cette situation et face à ce constat, le soutien de l'État à la production du logement a été une priorité du plan de relance qui a très certainement contribué à limiter la casse, mais la limiter seulement. Les dispositifs fiscaux, les initiatives partenariales et les mesures du plan de relance ont été nombreux, je n'y reviendrai pas. Mais il y a aussi des facteurs plus structurels comme la rareté du foncier abordable ou les contraintes liées à la diminution des extensions d'urbanisation qui sont prévues avec les objectifs du zéro artificialisation nette. Et je ne doute pas que les débats aujourd'hui reviendront sur ces aspects-là. Pour aller plus loin et lever des freins à la construction sur les territoires, le Premier ministre a confié une mission d'expertise à François Rebsamen, le maire de Dijon, qui vient de rendre ses premières conclusions avec des mesures qui permettent de réévaluer les recettes et notamment récompenser à 100% les exonérations de taxes foncières bâties, mais aussi redynamiser l'aide à la relance et à la construction durable.
et des réflexions également pour remobiliser le foncier, cession du foncier public, favoriser les opérations d'aménagement en renforçant l'action des EPF notamment. Fin octobre, la deuxième partie de ce rapport sera rendue. Je ne doute pas que les uns et les autres, vous serez très attentifs à la publication de ces conclusions. Mais au-delà de ces propositions et des outils indispensables pour faciliter l'action des collectivités, des opérateurs de la construction que vous êtes, permettez-moi de souligner la nécessité de dépasser l'opposition des modèles de développement. Libérer le foncier pour le pavillonnaire versus densifier la ville avec les grands ensembles. Cette vision binaire est stérile, car elle enferme les enjeux d'aujourd'hui dans les solutions d'hier. Le constat que nous faisons en 2021 nous montre que la satisfaction des besoins individuels et collectifs, tels qu'ils étaient analysés lors des 30 Glorieuses, a conduit la politique de l'habitat et de l'urbanisme dans le mur. Un mur que nous avons brique par brique, tous ensemble, au fil des décennies construit. L'aménagement du territoire nécessite une approche intégrée. Il faut réfléchir le développement économique, social et environnemental pour le territoire au travers des SCOT et des PLU. Garantir les potentialités agronomiques, préserver les espaces naturels, développer les services publics en ville et garantir une offre économique au plus près de nos concitoyens, tout en favorisant une mobilité douce, rénovée. Et sur ce point, force est de constater qu'il manque sur le territoire héroltais une dimension de coopération intercollectivité et de réflexion comme celle qu'une agence d'urbanisme pourrait nous offrir. La politique du logement, quant à elle, passe par une planification locale qui doit analyser l'offre existante au regard des besoins de chacun à un moment donné de notre vie. Ce besoin évolue et doit pouvoir s'intégrer dans un parcours résidentiel. Célibataires, jeunes couples, familles, seniors, nous n'aspirons pas tous au modèle pavillonnaire, en tout cas, pas tous, tout au long de notre vie. Et il est nécessaire de réfléchir différemment l'offre de logement. C'est avec ces objectifs en tête que le Pacte national pour la relance de la construction durable a été signé par l'État avec l'ensemble des partenaires que vous représentez aujourd'hui, il y a déjà presque un an. Alors oui, je crois que les initiatives nombreuses des collectivités engagées dans les programmes de l'ANRU, d'Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain, ou plus ponctuellement dans des opérations locales d'habitat, de nouveaux outils comme l'Office solidaire le démontrent, il existe une autre façon de dessiner la ville. Alors oui, je crois, à l'instar de Carlos Moreno, qu'on peut réinventer un modèle urbain différent, avec ce concept de la ville du quart d'heure, où sont satisfaits les 6 fonctions essentielles, sociales, urbaines et territoriales, d'une cité, à savoir se loger, produire, accéder aux soins, s'approvisionner, apprendre et s'épanouir. Et je ne doute pas qu'au travers des 4 tables rondes, nous illustrerons que la réalité d'aujourd'hui, est plus complexe que les idées reçues toutes faites que nous en avons parfois, et qu'il existe pourtant 1000 solutions pour réinventer la ville avec sobriété, en veillant à l'équilibre territorial et au développement économique, pour redéfinir tous ensemble une vision nouvelle mais partagée de la ville de demain. Merci, bonne réflexion. Merci, Monsieur Eudes. Merci beaucoup. Alors, nous tenons à remercier les partenaires de l'événement que j'invite à nous rejoindre sur scène. Pascal Mindras, responsable de la prescription chez Union Matériaux. Bonjour, Monsieur Mindras. Et Pierre-Charles Devoissou, directeur du pôle immobilier de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Bonjour, messieurs. Merci de votre présence et puis surtout merci d'être partenaire de l'événement. En quelques mots rapides, vous commencez, Monsieur Mindras? Allons-y. Une question toute simple, pourquoi êtes-vous partenaire de l'événement et puis qu'est-ce que vous en attendez? Alors d'abord merci, on vous remercie de nous compter parmi vos partenaires. Union Matériaux est un groupe familial qui commercialise des matériaux et de solutions de construction et de rénovation. Donc on est présent sur le territoire est quelque chose d'important pour nous. On est né à Montpellier, on fêtera nos 100 ans en 2022. Voilà, donc la réflexion autour de la réévolution du territoire est un sujet important pour nous.
On est un acteur modeste dans l'acte de bâtir. On vous accompagne, on essaye de vous accompagner avec nos moyens. Il y a aujourd'hui des évolutions dans nos métiers, dans les produits que nous commercialisons au quotidien. Et ces échanges sont importants pour nous. C'est à travers ces échanges, ces journées que vous organisez, qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Voilà. Donc je vous remercie de nous faire participer. Et sachez que c'est toujours avec plaisir qu'on est présent à vos côtés. Acteur modeste, quand même pas si modeste que ça. Vous êtes combien à Union Matériaux maintenant ? Quand je dis modeste, c'est le produit qu'on amène au niveau de la création. Donc c'est de la matière première, c'est des matériaux. Mais Union Matériaux est un gros groupe. On est 450 aujourd'hui, 37 points de vente. On est présent de Perpignan jusqu'à Marseille. Voilà, et on continue à se développer sur le territoire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mendras. Merci à vous. Monsieur Devoissou pour la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Merci beaucoup. Donc, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon est une banque coopérative régionale en dynamique avec son territoire. Notre priorité, c'est de s'engager aux côtés des décideurs économiques qui travaillent en synergie pour contribuer ensemble au développement économique et sociétal du Languedoc-Roussillon. Donc, chefs d'entreprise, acteurs de l'économie sociale, bailleurs sociaux, collectivités ou encore professionnels de l'immobilier. Donc, nous avons créé le prêt à impact qui valorise les efforts environnementaux et sociétés de nos clients, car il est important de construire durablement notre territoire ensemble. Donc plus votre projet est vertueux, plus notre taux est bas. Donc l'ABCD est une interfédération qui réunit les acteurs de l'acte de bâtir. C'est un lieu privilégié d'échange pour répondre aux défis de l'aménagement et de l'évolution de la construction de la cité. Donc c'est pourquoi nous sommes très fiers à la Caisse d'épargne d'être présents aujourd'hui à vos côtés. Merci. Merci messieurs, on peut les applaudir. Vous pouvez regagner la salle. J'invite à présent à nous rejoindre sur scène Xavier Bringer, membre cofondateur de l'ABCD et ex-président de la FPI Occitanie-Méditerranée. Xavier Bringer que l'on ne présente plus, mais enfin voilà, je vous ai quand même présenté. Xavier, bonjour, avec Patrick Secotti, ex-président de la FFB Hérault et donc aujourd'hui président de l'ABCD. Vous avez donc, chers amis, devant vous les deux membres cofondateurs de l'ABCD. L'ABCD, en quelques mots, Xavier, vous pouvez rappeler tout simplement ce que c'est en quelques mots, hein, j'insiste, hein, parce que voilà, on a compris. Est-ce qu'elle est l'historique, en quelques mots? Allez, très rapidement. Donc, l'ABCD, elle est née tout de suite d'une transformation de nos métiers. Et je veux saluer l'intervention du représentant du préfet, M. Xavier Eudes. C'est pour ça qu'on l'a créé, c'est de dire on est parti d'un métier où chacun faisait un petit bout de son côté et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui c'est une industrie, c'est la première industrie de France, 2 millions de salariés en France, et qu'il fallait qu'on se réunisse, qu'on trouve un club pour se réunir. Alors avec Patrick, quand on y a réfléchi, on était tous les deux présidents de nos fédérations, on s'est dit il faut qu'on mette quelque chose en place, mais quelque chose de facile à utiliser. Donc on s'est dit on va réunir les présidents, uniquement les présidents et les ex-présidents de l'acte de bâtir. Donc au départ c'était FFB, FPI. Très rapidement on s'est tourné vers l'UNAM, qui nous semblait être un acteur incontournable de l'acte de bâtir. Et puis après on s'est dit il nous faut aussi les utilisateurs. Et donc on s'est retourné vers la FNAIM et aussi pour les utilisateurs entreprises vers la CCI qui représente les entreprises. Alors l'ABCD, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vraiment tous les présidents de chaque fédération et on est là pour donner de l'expertise vis-à-vis des collectivités. C'est-à-dire qu'en un seul rendez-vous avec l'ABCD, quand il y a une collectivité qui demande, il a toutes les fédérations devant lui et c'est un organe facilitateur d'expertise pour les entreprises et aussi pour créer une coopération dans l'acte de bâtir sur cette industrie de la ville. Voilà, et qui n'est pas que métropolitain, c'est un territoire géographique plus vaste, hein, on est d'accord. Alors on pourrait se définir Occitanie-Est. L'Occitanie-Est a une grande particularité, c'est que c'est une colonne vertébrale de villes moyennes et de grandes villes. On parle de Nîmes, Montpellier, Sète, Béziers, Agde, Narbonne, Perpignan. C'est vraiment quelque chose qui définit notre territoire. Et on l'a un peu perdu ces dernières années. Et c'est aussi aujourd'hui le but de se dire
On a un territoire vaste, on a un territoire vraiment composé de toutes ces villes. Comment on fait pour coopérer? Voilà. Très bien. Merci. Pour rajouter un petit mot, je sais ouais, que merci ça va pas Xavier. t'arranger. Oui, Patrick? Non, je voulais dire que juste, c'était pas gagné au départ de rassembler des promoteurs et des entrepreneurs, et aussi préciser qu'au départ, nous avions avec nous les architectes, parce qu'ils sont incontournables dans l'acte de bâtir, mais pour des raisons statutaires, ils n'ont pas pu nous rejoindre, mais ça va s'améliorer, et on a des engagements pour dire que ça va se faire, les architectes vont nous rejoindre. Patrick, pourquoi ce colloque aujourd'hui? Le fait catalyseur, c'est la baisse drastique de production d'habitation, mais de production de construction en général. Cette baisse nous inquiète et à partir de là, on s'est dit qu'il fallait réagir. On a une vision qui fait que ça ne va pas vraiment s'améliorer, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc à partir de là, on s'est dit qu'il fallait interpeller les collectivités. Et donc c'est le but aujourd'hui d'amener à une concertation, à un échange pour améliorer ce sujet-là, unir nos voix pour créer. L'idée étant de créer une dynamique. Et pourquoi, tu as déjà un peu répondu, mais pourquoi vous le faites maintenant? On le fait maintenant parce que, d'abord, au fil du temps, on s'est rencontrés les uns et les autres, hein, et ça a bien fonctionné. Et puis on s'est dit, la suite logique, c'est que ça se fasse un jour sur un endroit où on réunisse tout le monde. Et ça, c'était le but, c'était une espèce de concrétisation de toutes les actions depuis ces dernières années. En même temps, on s'est dit qu'il fallait qu'on se voit à la rentrée, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Et surtout, on avait des prévisions, comme je l'ai dit, inquiétantes, très inquiétantes, malgré que pour le moment, ça ne se voit pas trop, mais très inquiétantes pour l'année 2022. Et surtout pour la fin de 2022. Et puis, ne l'oublions pas, nous venons de subir une crise sanitaire importante qui a créé de nouveaux usages, de nouvelles attentes, et donc il faut se réadapter. D'où le titre de notre colloque aujourd'hui, Réévolution de l'acte de bâtir enfin sur le territoire. Et vous dites qu'il y a urgence, il y a une inquiétude pour fin 2022, et pourtant, quand je me balade, que ça m'arrive de me balader, je vois des grues, n'est-ce pas? Donc je vois des grues un petit peu partout, donc je ne comprends pas. Oui, nous voyons des grues, surtout que nous avons la chance d'être un grand territoire d'accueil, donc c'est vrai qu'on a ce privilège d'avoir des grues. On a le privilège aussi, merci messieurs les architectes, d'avoir des beaux bâtiments. Mais des grues, oui, c'est vrai que pour le moment, il ne faut pas se griser là-dessus, parce que ça ne devrait pas durer. Les prévisions, elles sont ce qu'elles sont, elles nous sont amenées. Comme ça, les prévisions, comme je disais tout à l'heure, font qu'on va avoir une chute drastique en mi-2022. Et cette chute drastique, bien sûr, va impacter fortement nos emplois, tous les emplois de l'acte de bâtir. Et là, il y a vraiment une urgence à en parler, parce que cette chute s'annonce douloureuse. D'où le colloque ce matin, donc le thème de ce colloque. Merci messieurs Sécotier et Bringer, on peut les applaudir et les encourager. Xavier, je te propose de rejoindre la salle. Patrick, donc tu restes à mes côtés voilà, tu peux t'asseoir ou au pupitre, comme tu préfères. Patrick jouera le rôle d'expert, n'est-ce pas, hein, quel expert, lors des tables rondes. N'hésite pas à intervenir, bien sûr, quand tu le souhaites, parce que mes questions ne sont pas parfaites et idéales, loin de là. Donc je rappelle les 4 thèmes de la matinée qui vont, je crois, apparaître à l'écran. Voilà, merci. Donc la sobriété foncière, où il sera évidemment question de ZAN, zéro artificialisation nette, un enjeu qui vous intéresse toutes et tous. Ensuite, réinventer la ville pour la table ronde numéro 2. Quelle solution proposer? Des solutions partielles, hein. On n'aura pas toutes les solutions en 45 minutes, mais on pourra tracer des perspectives. Développement économique et équilibre des territoires et développement économique, sur le fait de travailler autrement, peut-être, travailler ensemble sur un territoire plus large. Beaucoup d'élus aussi interviendront, surtout sur la 2 et la 3. Et une 4e séquence avec les différents membres de la BCD qui donneront chacun leur vision, en fait, et aussi traceront des perspectives pour l'avenir et transmettront leur message. Ils en ont beaucoup. Voilà, donc 4 thèmes ce matin. Voilà, on a un timing un petit peu serré, vous l'avez senti dans mon inquiétude. 45 minutes, 50 minutes par table ronde, c'est un petit peu un tour de force.
Je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc vous êtes nombreux et nombreux à intervenir. Donc merci par avance de jouer le jeu de la concision. Je le dis. Bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de bavards qui vont parler. Vous avez beaucoup de choses hyper intéressantes et passionnantes à dire. Juste un petit conseil de communication, si je puis me permettre, en tant que professionnel, moi, de ce secteur. C'est pas parce que c'est plus concis que c'est moins entendu. Au contraire. Mes confrères journalistes pourraient le confirmer. Voilà, donc essayez quand même d'être un petit peu concis. Vous pouvez parler quand même, bien sûr. Hein, ne vous sentez pas bridé totalement, mais essayez de m'aider en quelque sorte dans le respect de ce timing qui doit nous amener vers le cocktail à partir de 12h45, dans un schéma optimiste, mais on va y arriver, parce que je suis optimiste. Je vous propose de passer à la première séquence, sobriété foncière, si vous le voulez bien. Pour en parler, j'invite à nous rejoindre pour la BCD Hervé Vanal de Vérelde, président de l'UNAM, les aménageurs de l'UNAM Languedoc-Roussillon, pour être précis. Et puis au passage, et en même temps, comme ça ce sera fait, j'invite aussi à nous rejoindre les intervenants de cette table ronde. Sophie Lafenêtre, directrice générale de l'EPF, établissement public foncier d'Occitanie. Bonjour Madame Lafenêtre. L'EPF qui a une nouvelle présidente, Claire Lapéronie, je crois, qui est maire de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Vous prenez place où vous voulez. Madame Lafenêtre, pas de souci. Alexis Rouc, délégué général de la FPI France, qui nous rejoint. Bonjour, Monsieur Rouc. Nicolas Rasson, le nouveau directeur de l'aménagement de la DREAL Occitanie. Bonjour, Monsieur Rasson. Et enfin, François Rieusec, président national de l'UNAM, des aménageurs également, qui nous vient de Toulouse. Bonjour, Monsieur Rieusec, un très beau plateau. Et on remercie la BCD aussi pour tous ces efforts d'avoir pu composer des plateaux aussi qualitatifs. Hervé, c'est à toi. Alors, juste pour poser les enjeux de la sobriété foncière. Juste un petit mot d'introduction sur le thème de la sobriété foncière. Ce thème nous paraissait s'imposer avec l'approbation récente de la loi climat, particulièrement de son titre 4 qui s'appelle « Se loger » et qui prévoit l'objectif du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Cette loi prévoit des étapes, à peu près tous les 10 ans. Et je vais vous donner à réfléchir sur un slide qu'on va vous proposer sur les chiffres de l'Hérault. Que représente le ZAN sur l'Hérault? Vous allez, je pense, voir le slide arriver. Voilà, quelques chiffres clés sur l'impact du ZAN les chiffres sont des chiffres statistiques venant du CEREMA pour ce qui est de la consommation foncière et de l'INSEE pour les objectifs logement. Vous voyez sur ce slide, l'INSEE nous annonce un besoin de logement sur l'Hérault de 14 000 logements par an sur les 10 ans qui viennent. En termes de consommation foncière, sur les 10 dernières années, on a consommé, on a imperméabilisé, parce que le ZAN c'est de l'imperméabilisation, c'est de l'artificialisation, c'est pas que de la construction. On a consommé 266 hectares sur les 10 dernières années, ce qui veut dire que si on applique le ZAN tel que c'est prévu de façon quantitative, pour les 10 prochaines années, on disposera de la moitié, 50%, c'est-à-dire 133 hectares. Sur une base moyenne, je dis bien c'est moyen, puisque dans les ZAC urbaines, on est sur des très fortes densités, et sur les hauts cantons, je pense qu'on est sur de très faibles densités. Sur une base moyenne de densité de 20 logements par hectare, 133 hectares, mécaniquement, ça représente 2660 logements. Si vous mettez en face les 14 000 logements que nous annonce l'INSEE, l'imperméabilisation potentielle représente 18,5% des besoins. Ce qui veut dire, mécaniquement, mathématiquement, que nous devrons faire 81,5% de logements sur des terrains déjà artificialisés, des friches, ou faire la ville sur la ville. Saurons-nous le faire? C'est la question d'aujourd'hui. Et à ton avis, c'est un défi qui est réalisable? Je pose la question à l'aménageur, aux professionnels. Les présents le diront dans les 10 ans à venir. Pardon? Je dis que les présents dans la salle nous le diront dans les 10 ans à venir. C'est un vrai challenge parce que la région en plus dispose d'assez peu de friches et on a une position,
j'allais dire, un peu démagogique de beaucoup d'élus qui me disent on ne peut pas construire, on ne fait pas du collectif dans des quartiers d'habitat individuel, on ne peut pas raser un lotissement et faire du collectif. Et c'est ça, faire la ville sur la ville. Donc on va avoir un problème social à régler pour résoudre le problème quantitatif. Je rappelle une dernière chose sur la loi climat. Elle est très stricte en matière de planning, c'est-à-dire que le SRADET devra être revu pour le 22 août 2023, 2 ans après l'application de la loi. Donc le SRADET, schéma régional d'aménagement voilà. et de développement durable et des équilibres des territoires. Des territoires. Quelque chose comme Bravo. ça. Ouais. Okay. Le SRADET étant recadré, révisé, les SCOT, tous les SCOT auront 3 ans pour se mettre en compatibilité, donc août 2026. Et derrière, un délai très court pour tous les PLU couverts par ces SCOT d'1 an, c'est-à-dire qu'en août 2027, tous les PLU devront être mis en compatibilité avec cette chaîne de révision. La loi aussi est très ferme, c'est-à-dire que si ces délais ne sont pas respectés, tous les permis sont bloqués. Il n'y a pas de débat là-dessus. Okay. Donc il y a un vrai challenge pour tous les acteurs. Un vrai challenge, ok. Je souligne que ça ne concerne pas que la promotion et que le logement. Le zéro artificialisation, ça couvre toutes les activités. Une collectivité qui voudra faire une école ne pourra consommer du terrain que si elle le compense. Une zone d'activité pour les entreprises, c'est pareil. Le zéro artificialisation, c'est une loi générale. Je vous laisse en discuter avec nos invités. Merci beaucoup Hervé. Je t'invite à regagner la salle. Merci pour cette introduction et ces chiffres qui sont très parlants, en effet. Sophie Lafenêtre, les professionnels disent donc avec le ZAN, ils n'ont pas dit c'est impossible, mais enfin ils disent ça va être très compliqué de répondre aux besoins en logement en appliquant le ZAN, et pourtant il n'y a pas le choix. Que leur répondez-vous? Est-ce que vous pouvez les rassurer ou leur donner des pistes et comment l'EPF, en quoi l'EPF peut-être peut les aider aussi? Donc, oui, moi je suis là pour rassurer. Après, je ne dis pas qu'on va amener toutes les solutions, parce qu'après, il faut être également pragmatique. Côté établissement public, on représente 2 à 3% du marché foncier globalement, alors très localisé, mais donc on ne va pas répondre à toutes les problématiques. Moi, je reviendrai déjà sur le fait que là, on est quand même dans une situation qui est très particulière. Jusqu'à maintenant, on avait surtout connu des crises plutôt de la demande. Et je pense qu'avec Alexis Rouc, pour avoir participé dans d'autres vies à des questions de relance de la construction, mais avec ces crises qui étaient plutôt conjoncturelles, on sait gérer, à savoir on réinjecte par de la défiscalisation, par du prêt à taux zéro, quelque part cet afflux sur la demande qui permet de relancer la construction. Là, on est dans une situation qui, de mon point de vue, est assez atypique, c'est qu'on est dans une crise structurelle de l'offre. Donc effectivement, on a des vraies difficultés à produire, et ça, c'est bien avant le ZAN. Le ZAN n'est pas encore en place, et on est dans cette difficulté actuellement. La question, alors le foncier revient, et c'est pour ça que vous m'invitez à chaque fois. Oui, la question de l'accès au foncier est un souci, la question des documents d'urbanisme, du fait d'utiliser l'ensemble des droits construits dans le document d'urbanisme est un sujet. Le fait de répondre, on voit que les préoccupations de l'ensemble des concitoyens, c'est un logement, le confort du logement, les services. C'est pour ça que la question de l'extension, parce qu'en tout cas, on n'y retrouve pas les services qui sont attendus par la population générale. En revanche, on y retrouve la troisième catégorie qui est la nature. Donc c'est pour ça que le ZAN répond, du moins dans son concept, à cette question de qualité de cadre de vie. Après, là où je rejoins la chaîne de la construction, ça va dépendre dans la façon de le mettre en œuvre. Donc on est déjà en tension. Ça va être une nouvelle modalité d'intervenir. La question, c'est comment ça se met en œuvre. Et moi, j'ai vu que dans la loi, il y a quand même 2 niveaux. Il y a la question document d'urbanisme sur cette vision de la compensation, et après, analyse au projet. Voilà. Alors, si je reviens après ce que peut apporter l'établissement, nous, on peut intervenir de 3 manières différentes. C'est premièrement cette question des friches. Alors après, on reviendra sur la définition des friches. On est là pour préparer le foncier dit complexe. Actuellement, le modèle économique, il n'est pas intéressant, parce que c'est plutôt des coûts. On dit qu'il n'y a pas de friche en ex-Languedoc-Roussillon. C'est vrai ou c'est faux?
les friches d'aujourd'hui ne seront pas les friches de demain, à savoir, il n'y a pas des grands sites industriels, sauf dans certains secteurs, on travaille sur 7, où là on a des grandes friches industrielles, mais on se retrouve souvent mobilisé sur ce qu'on appelle les petites friches commerciales, des centres, des anciennes moyennes surfaces, dans du tissu urbain, où vous pouvez quand même sortir 30 à 40 logements. Enfin, ça, on en a de plus en plus, parce que la question stationnement est un souci. Donc ces centres commerciaux ont tendance à bouger ou aller sur des plus petites choses. Donc on va avoir, la friche va évoluer. Les grandes friches, effectivement, les grands centres pollués, on les trouve plutôt côté Occitanie ouest que sur la partie est à l'heure actuelle. Et encore, on en a certaines, là on travaille sur Nîmes, où on a quand même des grands secteurs de friches qui commencent à ressortir. Donc premièrement, c'est ça, parce qu'on prendra, nous, le risque financier d'aller acheter, d'aller traiter, démolir, dépolluer, pour mettre à disposition le temps que le projet s'évalue. Le deuxième sujet, c'est s'il doit se mettre en place, là je me retournerai vers l'État, un système de compensation. Pareil, l'idée c'est qu'on puisse être mobilisé pour être un acteur de cette compensation de manière à faciliter, parce que c'est pas le métier des opérateurs d'aller compenser, de la promotion de la construction, ça serait plutôt notre rôle, de manière à identifier les sites quelque part à réparer qui vaudront compensation. Toutes les friches ne seront pas réurbanisées, on a des friches, mais il faut que l'échelle soit assez large. Je pense à certaines friches dans l'Ariège qui n'auront pas vocation à être réurbanisées. Est-ce que ça vaut site de compensation ? Est-ce que les sites de cabanisation sur le littoral ne sont pas des sites à réparer qui vaudront compensation? Donc c'est vous faciliter cette question d'adéquation entre... alors c'est pas vraiment artificialiser, c'est la fonction écologique des sols, le ZAN. C'est ça qui m'inquiète un peu plus. C'est pas uniquement l'artificialisation. Et qu'on puisse quelque part offrir la compensation et puis faciliter les opérations. Et le dernier sujet, moi je suis désolée d'y revenir, c'est un rôle sur certains secteurs de régulation. C'est-à-dire, alors je vais donner un exemple plutôt côté ouest, vous avez certains collègues promoteurs qui proposent quand même des prix qui sont sur de la zone AU, parce qu'il reste quelques zones encore de AU, plus de 30% au-dessus des prix, et quelque part on organise la rétention foncière finalement involontairement, puisque le but c'est quand même d'avoir le foncier pour construire, parce que si on monte les prix comme ça et qu'en plus il y aura compensation, là on arrive sur un modèle qui ne tourne pas. Donc on peut être là, nous, pour faire ces réserves, pour anticiper sur les dernières réserves foncières qui donneront lieu à compensation, plus régler la compensation et vous accompagner. Je me fais le porte-parole d'une question d'Alexis Roux et de la FPI plus globalement vis-à-vis de vous, monsieur Rasson, sur par rapport à cet enjeu de la sobriété foncière, comment l'État compte-t-il répartir sur le territoire les hectares consommables, entre guillemets, à l'avenir? Enfin, quelle va être la méthodologie? Est-ce que ça sera en Occitanie de façon uniforme à travers le futur SRADET, ou est-ce qu'on fléchera des hectares en fonction des territoires les plus en tension? Est-ce qu'il y aura plus d'hectares affectés à la métropole de Montpellier, par exemple, parce qu'elle est plus en tension que le Larzac? Enfin, vous voyez, quelle va être la méthodologie sur la répartition de ces hectares? Il y a vraiment une attente très forte, je pense, j'en suis sûr, des professionnels là-dessus. Alors, peut-être dire... bon, c'est... Sans beauté en touche. Non. Je ne vais pas botter en touche, naturellement, mais je vais vous donner quand même ma vision de quelques semaines de poste sur cette thématique. Vous étiez dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, tout à fait, sur d'autres thématiques. Vis-à-vis de votre question, peut-être dire que le document qui doit organiser ça, c'est bien le niveau du SRADET, donc le schéma régional, qui va définir la répartition des droits de tirage, en quelque sorte, pour les nouvelles urbanisations. Dire aussi que la loi, aujourd'hui, elle est sortie le 22 août, mais que beaucoup de choses restent à préciser. Donc, il y a beaucoup de décrets d'application qui sont attendus, que ce soit sur la mesure du dispositif ou les différents outils. Et en particulier, je signale, la loi a créé la notion de conférence régionale des SCOT. Donc, justement, d'avoir ce niveau de documents au-dessus des SCOT et d'avoir cette discussion entre les différents documents qui organisent le territoire. Donc, dans les résultats de ces discussions qui n'ont pas encore lieu naturellement, il peut y avoir ces sujets nécessairement de prioriser les endroits où il y a la plus forte tension par rapport à des secteurs qui sont moins attractifs naturellement. Je voudrais juste rajouter quelques points sur les friches, parce qu'il y a eu différents appels à projets qui ont été lancés, et notamment un pour le recyclage des friches. Donc il y a eu deux éditions, parce que la première a été un tel succès que tout le monde s'est aperçu qu'il y avait le besoin et la pertinence d'en organiser un second. Au cours du premier appel à projet, lancé en début 2021, il y a eu
une quarantaine de lauréats, 43 lauréats à l'échelle de l'Occitanie, pour près de 70 hectares de friches qui ont été donc avec des projets de reconversion, majoritairement de l'habitat. J'ai les chiffres, hein, on est au stade du programme, donc ça peut naturellement évoluer, mais on approche les 2000 logements sur ces 70 hectares de friches, et également beaucoup de surfaces de plancher pour les activités économiques. Donc tout ça pour dire que le potentiel de friches, il y en a déjà aujourd'hui, il y en aura forcément demain. Je souscris à ce qu'a dit Sophie Lafenêtre sur le fait qu'il y a des friches aujourd'hui qui sont peut-être pas considérées comme pertinentes ou jugées pas encore valorisables, mais qui le seront demain. Et pour vous donner aussi le sujet, c'est que le deuxième appel à projet qui a été lancé durant cet été, on a tout autant de dossiers qui ont été déposés, même plus. Donc on s'aperçoit que c'est un gisement qui continue à exister, et c'est un dispositif que le président de la République a annoncé pérenniser en tout début septembre. Donc c'est un des outils qui va permettre justement de valoriser des secteurs qui aujourd'hui ne permettaient pas jusqu'à présent de mettre en œuvre des projets de construction et de revalorisation de ces espaces. Alexis Rouc, pour l'AFPI, par rapport à ces enjeux, est-ce que vous estimez que les professionnels de la promotion sont suffisamment concertés, ou quelles sont vos attentes par rapport à l'État? On a entendu deux représentants de l'État déjà ce matin par rapport à l'application du ZAN. Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont les messages en fait? Est-ce que vous souhaitez davantage de concertation? Alors en fait, c'est pas la mise en œuvre du ZAN, ce ne sera pas une affaire de l'État, hein, ça serait l'affaire des collectivités locales. L'État, il s'est contenté de légiférer. C'est d'ailleurs un peu tragique quand on y pense, parce que ça fait 40 ans qu'on est dans une politique décentralisée, et le ZAN, c'est jamais qu'une recentralisation d'une décision avec un caractère très vertical en fait. On a décidé que partout sur le territoire, on diviserait par 2 la consommation d'espace par rapport aux 10 années antérieures, sans prendre en considération ce que peuvent être les différences de dynamique régionale, les choix qui ont été faits par le passé, l'attractivité des zones, etc. Donc la sobriété foncière, en fait, elle est dans la loi depuis 20 ans. Ça date de la loi SRU, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le ZAN, c'est-à-dire c'est un concept nouveau qui a été introduit. Et ce ZAN, il a 2 caractéristiques. C'est comment dire, ça va être un facteur de rigidité, très probablement. Et ça va être un facteur d'inflation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans la sobriété foncière, mais la sobriété foncière, elle était déjà dans les mœurs. Enfin, la consommation d'espace, elle diminue depuis 10 ans. Quand vous regardez l'étude d'impact de la loi, vous voyez la trajectoire très nette qui descend. Ça veut dire que le modèle qui a présidé à la consommation d'espace un peu extensive qu'il y a eu pendant quelques décennies, il faut savoir qu'entre 75 et 95, pratiquement tous les ans, on a construit plus de logements individuels que de logements collectifs en France. Donc voilà, ça fait partie d'un modèle qui est un modèle daté, mais sur lequel on était déjà revenu, et les collectivités avaient déjà intégré cette dimension de sobriété foncière. La différence avec le ZAN, c'est qu'on a quelque chose qui va être beaucoup plus rigide, on l'a dit tout à l'heure, ça va se traduire dans la planification. Ça va mettre le bazar dans la planification, ça va prendre des années à le traduire, avec beaucoup de fragilité juridique. On a vu le PLUI de Toulouse, François pourra peut-être en parler, mais le PLUI de Toulouse a été annulé par la justice administrative pour des questions de prise en compte de la sobriété. Donc on a un système extrêmement complexe. Sophie le disait tout à l'heure, la définition de l'artificialisation, c'est une définition qui est une définition scientifique. C'est-à-dire c'est la modification des caractères écologiques d'un sol. Donc ça vaut dans le sens de l'artificialisation, mais de la désartificialisation aussi. On ne sait pas ce que ça va être la désartificialisation. Donc on a un concept qui est un concept scientifique qu'il faut traduire dans la loi, comment la mesurer, qui va être très compliqué. Comment la mesurer cette artificialisation alors? On n'a pas les outils en fait. C'est souvent comme la façon qu'on a de résoudre les problèmes en France, c'est on trouve un coupable et puis après on dit dans la loi que le problème n'existe plus. Mais on laisse de côté tout le côté outillage. Ce qui nous fait défaut, c'est la cartographie, c'est la digitalisation, c'est l'intelligence artificielle pour pouvoir faire de la programmation, c'est la formation, c'est l'accompagnement des professionnels, c'est la recherche pour tout ce qui tourne autour de la désartificialisation précisément, parce que c'est zéro artificialisation nette. Et on ne sait pas ce que c'est le net en fait aujourd'hui. C'est ça qui sera intéressant de regarder. Donc il y a un premier facteur qui est préoccupant dans le ZAN, c'est son côté très rigide et très vertical et qui va mettre les collectivités dans une situation vraiment compliquée. Et donc par ricochet les professionnels. Et puis le deuxième sujet, qui est un sujet qui est complètement tu, mais qui est absolument fondamental, c'est que c'est un facteur d'inflation. C'est-à-dire fondamentalement, le ZAN, c'est de la création de rareté.
dans un pays où le foncier était pas rare. C'est-à-dire que la France, elle est 2 fois moins peuplée que la Grande-Bretagne, enfin 2 fois au kilomètre carré, et 3 fois moins que la Belgique. Donc c'est un pays où il y a de la place. C'est pas un bon raisonnement, mais ça a toujours été la respiration dans le système. On a un système qui produit du logement cher. La respiration, c'était l'extension urbaine. On allait chercher du foncier qui était un peu moins cher. Alors, avec toute une série d'effets pervers, mais il n'empêche que c'était la respiration de notre système. Aujourd'hui, on se prive de cette respiration-là. On va créer de la rareté. Il ne faut pas oublier que la France, c'est un pays riche, mais c'est un pays riche où il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. C'est-à-dire que le salaire médian en France, c'est 1 800 € net par mois. Donc quand vous devez loger un couple qui est à 1 800 € net par mois chacun, salaire médian, c'est compliqué quand le prix moyen du logement neuf est à 4 500 € du mètre carré au niveau national. En dernier chiffre, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais la France en revenu par habitant, c'est le 30e au classement mondial. C'est-à-dire c'est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, mais rapporté en revenu par habitant, on n'est pas si riche que ça. Et donc toute notre politique qui consiste à produire du logement cher à coût de normes, de réglementation environnementale ou de rareté, bah, ça conduit à produire du logement cher. Et donc il faut qu'on réussisse à reconstituer notre capacité à produire du logement moins cher, ce qui suppose d'avoir du foncier moins cher. Et le foncier, en réalité, il n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est la constructibilité. Et donc on reboucle avec le début comme ça je retombe sur mes pieds, on reboucle avec le début de ma réponse, c'est que tout ça est quand même à la main des collectivités locales. C'est elles qui, par les choix d'aménagement qu'elles font, par le volontarisme dont elles peuvent faire preuve en matière de politique foncière, en matière de constructibilité aussi, elles ont à leur main la capacité de transformer le ZAN, qui aujourd'hui est un facteur d'inquiétude, en un facteur positif qui nous emmènera toute la filière sur une voie de progrès et d'innovation. Vous dites personne n'a encore pris la mesure de ce que le ZAN induit politiquement, c'est-à-dire... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le ZAN, c'est très curieux. Il est passé au Parlement de manière beaucoup plus facile que ce que je pensais, parce que fondamentalement, c'est quand même un retour en arrière en matière de décentralisation. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quelque chose qui est très vertical, qui est très normatif. On a dit qu'on allait diviser par 2 partout. Je pensais que ça passerait beaucoup plus difficilement au Parlement. Mais ça tient aussi au fait qu'au Parlement, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus des élus locaux du fait de l'absence de la fin du cumul des mandats. Donc on a des gens qui décident et qui sont un petit peu hors sol, pas au Sénat, mais en tout cas à l'Assemblée. Or, on ne prend pas la mesure du caractère explosif socialement de ce ZAN. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va expliquer à des gens qu'il y a des transferts de valeur colossaux qui vont s'opérer, des gens qui espéraient, des agriculteurs qui espéraient pouvoir vendre leur herbage une fois qu'il serait rendu constructible pour avoir une retraite alors que leurs cotisations ne leur ont pas permis d'en avoir une. Il y a des transferts de valeur très importants qui vont se faire comme ça, comme il y a eu sur le DPE il n'y a pas longtemps, avec des logements qui n'étaient pas passoires thermiques, qu'ils sont devenus par une décision administrative. Ça peut créer des tensions très importantes. Et puis il y aura ce facteur d'inflation où on va expliquer aux gens que leur mode de vie, le mode de vie qu'ils avaient choisi, le petit pavillon avec un bout de jardin pour faire le barbecue, le chien et le trampoline, tout ça c'est fini en fait. Donc c'est des vrais choix de société, des choix d'aménagement du territoire qui sont des choix très structurants, très macro, qu'on a fait de manière un peu subreptice dans la loi sur la loi énergie-climat, résilience, et qui sont passés de manière très distraite, mais aujourd'hui on ne prend pas du tout la mesure de l'impact social que ça peut avoir. Vous voulez réagir, Monsieur Rasson, Madame Lafenêtre, Monsieur Reussec, je ne vous oublie pas. Oui, il y avait un petit point de détail sur l'aspect, les objectifs de la loi. Dire qu'en fait, elle a prévu en fait à 2050 le zéro artificialisation nette, et d'ici là, par décennie, la baisse du rythme, division par 2 du rythme d'artificialisation. Donc on peut y voir un objectif très fort, on peut y voir aussi une phase de transition qui permet de changer la façon de faire évoluer progressivement la façon de construire. Si je peux juste rajouter un chiffre. Vous êtes là pour ça. Si vous regardez l'étude d'impact de la loi, vous apercevrez qu'il y a un benchmark qui est fait, qui vous dit comment ça se passe à l'étranger. En fait, la division par 2 du rythme d'artificialisation, les Allemands l'ont fait. Mais au lieu d'avoir pris 10 ans pour le faire, ça leur a pris 20 ans. Ça leur a pris 20 ans dans un pays où la démographie était bien inférieure à la nôtre. Alors évidemment, ils ont repris 1 million de migrants en 2015, mais l'Allemagne traditionnellement construit beaucoup moins que nous. C'est un pays où la densité est beaucoup plus élevée que la nôtre, et ça leur a pris 20 ans. Donc ça veut dire que nous, on s'est donné un objectif
qui est un objectif très ambitieux en lui-même, dans un pays qui n'a pas du tout l'habitude de ça, en fait. Encore une fois, dans un pays où il y a de la place. C'est pas le bon raisonnement, mais le fait est que c'est comme ça. Madame Lafenêtre, par rapport à tout ce qui a été dit, un rebond, un commentaire? Moi, on m'a demandé de positiver. Moi, je trouve que vous insistez sur le fait que ça sera à la main des élus et ça sera au niveau des documents d'urbanisme. Et c'est peut-être ça, entre guillemets, finalement, la bonne nouvelle. Parce que le problème qu'on a dans ce que j'ai expliqué au départ sur cette question, et ce qui revient de l'ensemble de la chaîne de la construction, et ce qui revient... Je reviens des ateliers auprès de la ministre du Logement sur la notion de densité, comment on arrive à faire accepter cette question de densité, parce qu'à un moment, s'il faut ramener les gens vers les services, et c'est bien dans les secteurs tendus qu'il faut construire, il faut qu'il y ait une acceptabilité. Et on voit qu'on a un souci sur l'acceptabilité au niveau des documents d'urbanisme. Donc si on renvoie vers les documents d'urbanisme, le sujet ZAN, le sujet densité, à un moment, il faudra bien qu'il y ait ce débat, et ça pose la question de la nouvelle génération des documents. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'on sorte de la planif en 2 dimensions et qu'on parte vraiment sur de la 3D, parce qu'à mon avis, tous les débats qu'on a sur la densité, souvent quand les dossiers arrivent des promoteurs, et on a des élus qui sont peut-être surpris de ce que ça donne et qui effectivement vont avoir peur en tout cas de la résultante au niveau de la réception des riverains. Mais si on sortait de cette planification 2D pour montrer ce que donne la ville avec ses espaces publics, parce que vous parlez de rareté, mais la nouvelle rareté, ça va être les questions d'espaces publics et de services publics. C'est-à-dire qu'à un moment, on densifie, comme on l'a dit, ce qui est attendu, c'est des espaces verts, c'est des services et des choses comme ça. Donc en fait, on a une concurrence des usages qui fait qu'à un moment, il faut pouvoir les discuter, et les discuter en voyant. Voilà. Donc finalement, est-ce que c'est pas... moi, je poserais plutôt la question, c'est est-ce que le ZAN va permettre de rassembler un peu les questions? Alors, je ne suis pas un représentant de l'État, là, en l'occurrence, parce que moi, je suis à la tête d'un établissement public où ma gouvernance, c'est État plus collectivité. Donc ces débats-là, on les a. Moi, la question, c'est plutôt... La nouvelle présidente et une conseillère régionale. Tout à fait, conseillère régionale, Madame Claire Lapéronie. Donc la question, c'est est-ce ça peut évoluer vers également une limitation des compensations? Parce qu'en ce moment, on a des compensations environnementales, on a des compensations agricoles, et il va se poser la question de la compensation ZAN. Donc en fait, c'est plutôt cette multiplication, et c'est pas votre métier, en tant qu'acteur de la chaîne, d'aller chercher ces questions de compensation. Sauf qu'à un moment, ça se pose. Donc est-ce que ça peut nous permettre, dans les marges de manœuvre qui seront laissées sur ces décisions au niveau des documents d'urbanisme, de rassembler un peu tout ça, de limiter tout ça, et peut-être d'arriver sur quelque chose de nouveau? De toute façon, c'est passé dans la loi, donc maintenant il va falloir faire avec. Il ne faut pas rater la déclinaison. Donc il y a le constat, enfin il y a la loi, le constat, les chiffres, tout ce qu'on a vu là déjà dans cette première demi-heure. François Riossec, Alexis Roucq, côté promoteur, aménageur, quelles sont vos pistes, vos propositions, les solutions simples que vous pouvez proposer aussi aux élus locaux? Ça fera une transition aussi progressive vers la deuxième table ronde qui est réinventer la ville. François Riossec, je crois que vous proposez à l'UNAM, vous travaillez à des solutions d'introduction de la biodiversité dans vos projets d'aménagement. Vous prenez la création d'un permis d'aménager bioclimatique, oui, je crois. Est-ce que vous pouvez détailler ce concept oui, mais où ça en est? Avant, je vais intervenir 2 secondes sur quand même les questions qui viennent d'être abordées. Tout d'abord, sur les enjeux. Il faut se rendre compte qu'on urbanise annuellement 1/3 millième du territoire national par an. C'est-à-dire que 17 000 hectares urbanisés d'après le CEREMA, c'est 1/3 millième des 55 millions d'hectares. Vous voyez, 55 millions et 17 000. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en 30 ans de croissance démographique jusqu'à 2050, la France devrait urbaniser 1% de son territoire de plus si elle continuait au rythme actuel. Et le rythme actuel est le tiers de ce qu'on avait estimé il y a quelques années quand on parlait d'un département urbanisé tous les 10 ans. Vous vous souvenez de cette phrase qui a été répétée et martelée. Donc on est dans un rythme d'urbanisation et d'artificialisation extrêmement faible déjà. Et on a une espèce de capacité à se tirer une balle dans le pied à coup de rafale de mitraillette, je dirais, parce qu'on a une démographie française qui est la plus importante d'Europe, l'une des 2 plus importantes d'Europe, et donc il n'y a pas de raison en début de ralentissement d'urbanisation d'accélérer
cette baisse d'urbanisation. Voilà. Donc je voulais insister là-dessus, sur la faiblesse des enjeux physiques, réels, si vous voulez, démographiques, par rapport à la démographie. Donc, le deuxième point, c'est une question de modèle. Je crois que dans les tables rondes, vous allez en parler un petit peu après, c'est qu'on vient de traverser une période de Covid pendant laquelle les citoyens ont regretté, ceux qui étaient mal logés, ont regretté de n'avoir pas d'extérieur, de n'avoir pas de rapport à la nature, d'avoir des surfaces de logement trop petites, pas assez d'extérieur. Et à ce moment-là, alors qu'on remet en cause un modèle qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est le tout métropole, le tout centralisation, le tout collectif, en quelque sorte, si vous voulez, cette densité qui a été appelée déjà par la loi SRU il y a 20 ans, on se rend compte que les citoyens espèrent autre chose, et à ce moment-là, on vote de façon très paradoxale cette loi qui est extrêmement violente dans son application, puisqu'on va, et la loi commence à être appliquée par anticipation, je tiens à le dire, parce qu'on a déjà des retours d'un certain nombre de départements dans lesquels, au titre de circulaires qui ont déjà un an ou deux, des préfets, des classes, des fonciers demandent de baisser les surfaces urbanisables dans les PLU. Donc l'application de la loi est en cours, elle est déjà par anticipation, elle est très violente. Donc on a une contradiction de deux modèles. Un, une aspiration à un rapport à la nature par nos concitoyens, et puis deux, on continue une hyper-densification et un refus par des politiques nationales de voir la demande des citoyens. Et cette contradiction, nous l'éprouvons, nous, professionnels, tous les jours dans les communes, puisque d'un côté, les élus sont contraints à voter dans leur PLU des densités, des hauteurs, etc., que les citoyens qui les ont élus leur demandent de ne pas réaliser. Et donc, on a des PLU qui annoncent X milliers de logements qui peuvent être bâtis, et puis la réalité, c'est que quand on arrive avec un projet dans une commune, le maire nous dit, écoutez, moi les citoyens m'ont demandé de ne pas faire ou de faire la moitié. Et c'est cette contradiction, si vous voulez, entre une injonction nationale qui est de faire plus haut, et puis la demande locale qui est d'avoir de la nature, de ne pas en faire trop, voire d'en faire moins, ou pas du tout. Voilà. Donc je tiens à souligner cette contradiction qui est cause d'un désordre mental, quasiment un désordre politique, si vous voulez, de politique d'urbanisme. Alors, le permis de loger, oui. Le permis d'aménager bioclimatique. Alors, j'y reviens, puisque moi, je suis un entrepreneur citoyen et républicain, et on a une loi, on va faire avec. On va faire avec, on essaye de trouver des solutions. Je dirais que, tout d'abord, les problèmes d'urbanisme constatés depuis un certain nombre d'années, c'est la dispersion. C'est-à-dire, c'est pas tant la consommation, je viens de donner les chiffres, que le fait qu'il y en a de tous les côtés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu faire dans les premières couronnes, et donc on a déjà contraint l'urbanisation, et les gens sont sortis, les citoyens sont sortis acheter 1000 m² à droite, 1000 m² à gauche, en division foncière, à l'unité, en DP, en CU, etc. Donc c'est cette dispersion qui bouffe les paysages et qui même a consommé les surfaces. Alors, quand il y a opération d'urbanisme réalisée, négociée, il y a des densités qui sont 2-3 fois supérieures. Donc la première chose, je dirais, pour essayer d'atteindre les objectifs pour nos concitoyens et les loger, c'est qu'il y ait une concertation, une contractualisation des objectifs entre élus, opérateurs, pour être sur du réalisable et du faisable. Donc faisons des opérations, organisons-les et négocions avec un urbanisme de la concertation. Et donc ce qui nécessitera que les PLU prévoient des zones d'aménagement, des secteurs d'aménagement, et ne divisent pas arithmétiquement par deux, j'allais dire bêtement. Lorsqu'il y a opération, nous proposons une solution d'atteindre le ZAN, le net du ZAN, par l'opération elle-même. Alors, la loi, vous venez de le rappeler tout à l'heure, fixe deux façons d'aborder le zéro artificialisation. Une première qui est une notion périmétrique, c'est-à-dire en termes d'hectares. Et elle devrait être appliquée pendant 10 ans
avec cette notion périmétrique d'hectare. Donc on va vers cette division par deux. Ensuite, la loi introduit une définition qui est la définition fonctionnelle des sols. Donc, et c'est pour ça que l'Europe a demandé à sauvegarder les sols pour les 4 fonctions principales des sols, qui sont d'une part la production agricole, deuxièmement une résilience climatique de la végétation qui permet de baisser les températures, vous le savez, par l'évapotranspiration. Troisièmement, c'est la biodiversité que les sols génèrent et supportent, et toutes les espèces vivantes, animales et végétales. Et puis le dernier point, c'est le stockage carbone et hydrique. C'est-à-dire qu'il y a une forte présence de carbone dans le sol à travers la chaîne vivante. Donc on veut sauvegarder les sols au titre de ces 4 fonctions. Et notre proposition, c'est d'aller vers des permis d'aménager qui permettraient de sauvegarder ces fonctions des sols à travers, par exemple, de l'agriculture urbaine, des fermes d'aquaponie. Une ferme d'aquaponie produit sur 1000 m², 20 à 30 tonnes de production végétale, c'est-à-dire beaucoup plus que plusieurs hectares. Okay. La résilience climatique à travers des quartiers plantés, végétaux, la biodiversité également à travers toutes ces plantations, parcs et jardins. Si vous voulez, on est dans une notion d'intégrer les fonctions des sols dans les projets. D'accord. Voilà. Merci. Alexis Roucq, pour une solution ou des solutions rapidement prônées par la FPI. Alors, pour les promoteurs, en réalité, la sobriété foncière, c'est une opportunité, plus qu'un risque. Tout à l'heure, j'en parlais à l'échelle assez macro et pour notre société et les enjeux que ça revêt. Pour notre métier, j'allais dire cyniquement ou égoïstement, quelque chose qui dit on fera moins d'individuels diffus et plus de densité et aller vers une société bas carbone plus urbaine en 2050, ça nous va bien parce que c'est notre marché. Mais il faut que ça marche, il faut que ça tourne. C'est-à-dire la loi est claire sur ce qu'on ne fera plus. Elle pousse à faire quelque chose à la place, qui est ce qu'on sait faire en fait, ce qui est la densité soutenable, durable, agréable, etc. et abordable. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. C'est une opportunité pour notre secteur parce que ça va nous pousser à innover. Ça veut dire qu'on n'aura pas les mêmes produits, qu'on n'aura pas la même géographie, qu'on n'aura pas les mêmes modes de production. Donc ça va nous pousser à réinventer ce qu'on produit. Mais encore une fois, et c'est vraiment la clé de tout, ce sont les élus les élus locaux qui ont la main sur le sujet, parce que c'est eux qui rendent possible cette densité-là. Nous, on sait faire plein de choses. On sait s'adapter à plein de PLU. On sait s'adapter à plein de politiques locales, à différentes formes urbaines, etc. Donc, c'est vraiment les élus qui auront la main en fonction de ce qu'ils peuvent encourager ou décourager, en fonction des outils qu'ils peuvent mettre à notre disposition. Sophie Lafenêtre, les contraintes du ZAN, est-ce qu'elles vont induire aussi une nouvelle stratégie pour l'EPF Occitanie? Quelles grandes opérations d'aménagement urbain pourraient porter l'EPF pour remettre du foncier sur le marché avec une approche sobre? Je détaille un peu. Pourquoi voit-on pas, par exemple, l'EPF sur des grandes opérations urbaines comme la Restanque à Montpellier ou la réhabilitation du centre-ville de Lunel ou du centre-ville de Béziers, je vous vois sourire, ou dans l'aménagement de Sète, ce qui ne veut pas dire que l'EPF ne fait rien, c'est pas ce que je voulais dire. Mais dans les grandes agglos ou les métropoles, là où il y a le plus de tensions, c'est peut-être là aussi où votre savoir-faire précieux serait encore plus utile. Il est bien sûr utile ailleurs, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un partenariat avec la métropole de Montpellier qui se profile? Voilà, allez-y. Alors, de manière générale, nous, on est là pour être souple et résilient. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de nous adapter sur la revitalisation des centres anciens. On est allé développer une ingénierie sur les centres anciens. On nous demande de soutenir la question du lancement des appels à projets sur les friches. Alors, moi, je reviens sur les friches. C'est bien pour combler du déficit d'opération que l'État a lancé ça. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un modèle qui ne tourne pas, puisqu'il faut bien éponger actuellement les choses. Donc oui, on va s'adapter. C'est pour ça qu'on attend, nous aussi, comme vous, la définition exacte et comment va se passer ce ZAN, de manière à proposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dispositifs qui permettront de fluidifier au maximum la chaîne de la production.
Par rapport à ça, déjà, on fait une chose. Il y a certaines collectivités qu'on accompagne sur la question d'identification des friches. Et de manière assez pragmatique, parce qu'on a déjà lancé une étude. Je sais qu'une des questions, c'était est-ce qu'il y a une étude des potentialités. On a été très déçus, parce que c'est pas en traitant des bases de données qu'on arrive vraiment déjà à les croiser correctement, à identifier un vrai potentiel de friche. Ça peut être que du travail de terrain. Donc là, on cofinance et on aide à faire des cahiers des charges. C'est ce qu'on fait totalement avec l'agglomération de Sète, pour identifier les friches d'aujourd'hui et les friches de demain, parce que je rejoins totalement Alexis Roux sur le fait qu'il n'y a pas de rareté de foncier. La question, c'est à quel prix ? À quel prix ? Et pour sortir quoi ? Et pour quel usage ? Parce qu'on se retrouve avec une concurrence des usages sur ces fonciers de friches. Est-ce qu'on y met du logement ? Est-ce qu'on y remet de l'activité ? Est-ce qu'on met de l'activité productive ? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on y met ? Est-ce qu'on y met un peu d'espace public ? Donc ça veut dire que ces fonciers vont prendre des valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs foncières, mais des valeurs d'usage qui vont être extrêmement importantes. Donc le premier point, c'est cette aide à la définition rapide. Le deuxième point, c'est là qu'on s'adaptera, c'est que l'idée, c'est qu'on puisse se positionner sur du portage long préparatoire. Quand je dis long, ça ne veut pas dire forcément 15-20 ans, même si on peut en faire, mais qu'on puisse dès maintenant être mobilisé pour identifier ces sites un peu compliqués, qu'on puisse acquérir, qu'on puisse travailler, comme j'ai dit, les préparer, et puis derrière, ça deviendra ce que les élus voudront. Alors après, pourquoi on travaille ? On travaille, Lunel, on y est. Lunel, on est en train d'acheter d'ailleurs, hein, c'est assez récent, mais on y est. Après, nous sommes un établissement qui travaille pour le compte des collectivités. Donc c'est en fonction du projet, de la vision de la collectivité. On est totalement dans cette optique de décentralisation qui a été... C'est-à-dire l'État a mis en place on a une tutelle État, mais on a une gouvernance collectivité-État. Et donc, il faut d'abord que les collectivités nous sollicitent, puisqu'on travaille à la lueur de leurs projets. Donc, il est vrai qu'avec la métropole de Montpellier, nous sommes en discussion avec les services pour tout un panel de conventions sur le genre de sujets qu'on évoque. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du portage de fonds sur des sujets qui seront complexes. Et la restante a été évoquée, donc on n'y est pas encore, mais l'idée, c'est qu'on y aille. Sur Nîmes, on vient de passer des grosses conventions également à plus de 10 millions d'euros sur des grands secteurs de friches également économiques, sur lesquels il faudra repositionner et on aura des nouveaux quartiers qui arriveront. Sur 7, j'en ai parlé, on est sur toute la partie recomposition. Voilà. Donc, nous restons à disposition, là je dis par rapport aux élus, on est là pour ça, on sait faire du rural, on sait faire du très urbain, et on est là pour sécuriser en tout cas tout ce qui se fera. Et voilà. Et sur le littoral, tant que je suis avec vous, Madame Lafenêtre, très rapidement, peut-être la mutation des copropriétés, comme on est à la Grande Motte, là, la mutation des copropriétés des stations littorales, c'est un enjeu aussi. Alors c'est un enjeu sur lequel et qui correspond à la sobriété foncière aussi. Enfin, c'est raccord avec le thème. Alors c'est là qu'on arrive dans un autre paradoxe parce finalement on n'a pas. C'est vrai que nous sommes à la Grande Motte et dans cette même loi climat, on a la question du recul du trait de côte et la question du ZAN et de la sobriété foncière. Et donc je pense que sur toute la côte méditerranéenne, on arrive à une cristallisation des enjeux. C'est que là, le foncier, ça va quand même être très très compliqué. Donc une fois qu'on a dit ça, on est effectivement sollicité sur deux types de sujets. C'est vraiment la notion de tourisme qu'on retrouve d'ailleurs en montagne ou sur la partie balnéaire, sur comment on intervient sur des copropriétés balnéaires. La question étant toujours pour en faire quoi ? Si c'est pour remettre un modèle touristique, on ne proposera pas la même façon d'intervenir. Il n'y a pas forcément besoin d'une maîtrise publique totale. C'est peut-être d'autres dispositifs pour les remettre à niveau. Si en revanche c'est pour de la mutation vers du logement pérenne, là peut-être qu'il y a besoin d'une maîtrise publique. Donc effectivement, on est en cours de réflexion pour accompagner les démarches de Littoral 21, dès lors qu'il y a besoin de maîtrise publique foncière, ce qui n'est pas le cas partout, et pour à la fois préserver la partie filière touristique et après filière de développement du logement classique. Patrick, je ne t'avais pas oublié. Est-ce que tu as une question ? Non, il y a une question parce que nous sommes sur le thème de la concertation. Alors une question à l'Adréal. Avez-vous prévu un lieu de concertation avec les professionnels comme il a été à l'époque au moment de la loi Pinel et des problématiques de zonage ? Il y avait un comité régional de l'habitat. Est-ce qu'il est prévu quelque chose ? Alors, on ne va pas se substituer à la collectivité régionale pour la fin de son SRADET, mais naturellement, on est à votre disposition pour échanger pour la mise en œuvre de cette loi. Donc, sur les vecteurs, après, ça sera à convenir, mais il n'y a aucune difficulté pour continuer à travailler sur ces sujets-là. Merci. Hubert, à toi. Très bien. 10h14, mais c'est comme dans un rêve. On va conclure. Donc, est-ce que
est-ce que l'un d'entre vous, quand même, voulait finir par un dernier mot? Ou c'est bon? Eh bien, parfait. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci infiniment.